Bonsoir, merci de partager ces petits moments en compagnie de Média Business Télévision. C'est votre magazine MB Débat, meilleurs vœux chez vous. Déjà, il nous reste combien de jours déjà? Je crois 2 jours, on est vendredi, donc 2 jours simplement pour que 2023, on voit 2023. Alors, il faut remercier Dieu en tout cas de nous avoir accordé encore ces souffles de vie et pour que nous puissions être ensemble avec nos parents, nos enfants, en famille. Alors c'est mieux de les fêter en famille. Alors bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Alors ce soir sur ces plateaux, j'ai le réel plaisir de recevoir Monsieur Willy Nzembela, qui est cadre de l'UNC. Il sera en face de Monsieur Gandhi Kassende. Nous allons parler de cette opération d'enrôlement. Nous allons revenir avec les départs des 3 ministres de l'ensemble du parti, de la plateforme plutôt, ensemble, qui viennent de claquer la porte. En se posant la question que l'on doit se poser, pourquoi? Ben voilà. La réponse vous sera donnée par nos invités qui sont sur ces plateaux. Bonsoir Monsieur Willy Nzembela et bienvenue. Merci pour l'invitation et bonsoir madame. Alors ça va à l'UNC, on vous sent plus ça apparemment, vous avez... Ça va, mes salutations vont également au président national Vital Kamerhe qui séjourne en Europe et au secrétaire général 5 étoiles Billy Kambale. Les partis, c'est un parti des masses, un parti des cadres, un parti assis, un parti qui ne fait pas du bruit parce qu'il s'agit de faire du bruit, mais un parti qui reste derrière les idéaux, derrière les engagements faits devant la population congolaise. Donc l'INC reste aux aguets. L'objectif est 150 députés nationaux aux échéances électorales à venir. D'accord, alors Monsieur Vital Kamerhe sera-t-il candidat ou il doit s'allier encore derrière le parti politique de Monsieur Félix Tshisekedi? Les alliances vont encore continuer? Vous avez des faits? Vous connaissez bien Monsieur Vital Kamerhe, appelé affectueusement le pacificateur, appelé aujourd'hui Baba Ouamani. Baba Ouamani est une personnalité politique de ce pays que personne ne peut douter de son engagement, de sa loyauté et de sa fidélité. Vital Kamerhe reste fidèle à son engagement. C'est-à-dire? Nous sommes en alliance avec le président Tshisekedi, avec le président de la République, avec l'UDPS. Notre alliance date depuis Nairobi. Nous sommes en alliance pour 10 ans. Donc de 2018 jusqu'à 2028. Ce n'était pas pour 5 ans parce qu'à un certain moment, vous avez demandé à revoir les accords de Genève. Les accords de Genève, vous parlez plutôt de l'accord de Nairobi. Cet accord n'a jamais été revu. Cet accord n'a jamais été jeté à la poubelle, malgré que l'accord souffre d'applicabilité, mais l'accord reste bel et bien d'actualité. Vital Kamerhe reste l'allié le plus crédible sur qui le président Tshisekedi peut compter. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours qu'il n'y aura pas mieux que Vital Kamerhe. D'accord, il n'y aura pas mieux que Vital Kamerhe. Monsieur Gandhi Kassende, ça va? Oui, on fait aller. Très bien. Vous aussi, ça. On voit Monsieur Félix Tshisekedi remporter les élections haut la main? Haut la main, peut-être pas le mot. Remporter les élections, c'est fort possible, compte tenu des paramètres du moment. Puisque tout peut changer d'ici 3 mois, 6 mois ou 1 an. Mais dans l'immédiat, quand on regarde les éléments de gestion de ce pays, même si ce n'est pas encore ressenti totalement au sein des populations, mais il y a des indices qui démontrent que le travail est fait et que les résultats vont parvenir d'ici dans les 6 à 12 mois. Donc le bloc Fayulu Matata Mukwege ne peut pas lui... Ils ne lui arracheront pas cette victoire-là? Je sais pas, moi je n'irai pas même jusqu'à parler du bloc. Il n'y a pas de bloc. On ne peut pas mettre ensemble... mais quand on met de l'huile et de l'eau, ça ne se met pas ensemble. C'est dans le même vase. Quand on regarde Mukwege, docteur Mukwege, et tout le monde, moi le premier, me respecte par rapport au travail qu'il fait, me respecte Mukwege également par le fait qu'il est de la société civile, qui n'a pas à prendre parti. Mais là, c'était une erreur de parcours, puisque ça arrive, on est humain.
Mukwege aux côtés de Kamere, encore moins aux côtés de l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Moi, je pense que... Non, mais Kamere, il n'est pas avec Mukwege. Hein? Je dis Kamere. Enfin, oui, vous avez parlé de c'est un lapsus. Hein. Oui, okay. Je voulais Fayulu, parler plutôt de Fayulu, Matata. Oui, comme mon Kamere, c'est un allié du président Félix. Oui, oui. Donc aujourd'hui, je dis que c'est une erreur de la part de Mukwege, mais qui peut lui être pardonnée rapidement. Mais s'agissant de Matata et de Fayulu, c'est un feu de paille en fait. Il présage aucune réussite acquis d'avance de la nouvelle coalition à l'horizon 2023, vous pensez pas? Non, la réussite, qui sera candidat parmi les trois? Qui sera candidat pour représenter quel courant politique, quelle idéologie? Et tout ça n'est pas défini. Mais c'est la débandade, mais pour rien. Chacun vient par rapport à son idéal, notamment Fayulu et Matata. Fayulu, pour moi, n'existe plus en politique. Fayulu, c'était une fabrication des anciens comme Moïse, comme Bemba et les autres qui ont fabriqué Fayulu. De lui-même, Fayulu n'est pas pour moi une très grande personnalité politique. Fayulu, d'ici qu'on arrive aux élections, il ne saura pas quelle branche s'accrocher. Il a déjà du mal à partir avec la Mouka. Je ne vois pas comment il peut fonder ou refonder autre force en dehors de lui-même. C'est une force qui va s'annihiler, s'éliminer tout seul. C'est fini. Fayulu, il va se présenter au nom de quel peuple, au nom de quelle population. Fayulu va se présenter à partir de quel programme, si ce n'est que toujours restant en 2018 à réfuter les résultats des urnes. Je pense qu'en dehors de ça, je ne vois pas, je n'ai pas vu ces 4 dernières années d'autres arguments de Fayulu. Même disant, c'est un homme politique porteur d'un renouveau, d'un nouveau projet, de l'espoir pour ce peuple, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour les femmes. Je ne vois pas où Fayulu peut convaincre, quelle est la classe politique que Fayulu peut convaincre, qui n'arrive même pas à convaincre les siens. Comment est-ce qu'il peut convaincre? D'abord sur le plan matériel. Déjà au niveau des idées, il n'y en a pas. Sur le plan matériel, Fayulu est dans une situation difficile sur le plan financier. Bemba ne finance plus. Moïse ne finance plus. D'ailleurs, Bemba n'est plus derrière lui. Hein. C'est ça. Ceci explique cela. Heureusement, Bemba était quelqu'un de visionnaire. Il a choisi son camp, stratège politique aussi. Il a bien compris les choses dès le départ. Mais c'est lui qui avait compris à moitié, c'était notre ami Moïse. Mais alors qu'il pouvait avoir l'avenir d'ici 2028, 2033, mais aujourd'hui il s'est mis lui-même le bâton dans les roues. Il va être aux élections, ce sera peut-être parmi les opposants des tailles à s'opposer au président Tshisekedi, mais compte tenu des bilans de l'un comme de l'autre, je ne pense pas qu'il fera... D'accord, ok. Alors nous allons quand même s'attarder autour des candidats. Alors monsieur Willy, vous voyez monsieur Moïse Katumbi battre monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous voyez monsieur monsieur Fayulu ainsi que monsieur Matata Ponyo et le prix Nobel de la paix? En fait, d'abord, je vais vous répondre en 2 volets. En premier volet, je vous dirai d'abord en réaction aussi également au propos de mon co-débatteur, que penser à la candidature du président Tshisekedi en 2023, c'est trop prématuré d'abord. Je répète bien, penser à la candidature du président Tshisekedi en 2023, aujourd'hui, c'est trop prématuré pour moi et pour nous, INC. À la victoire, c'est prématuré? Pensez d'abord à la candidature. À la candidature, ok. Trop prématuré pour nous, INC. Nous sommes en accord avec le président de la République, mais quel accord vous les connaissez et vous le savez très bien. Mais pourquoi c'est prématuré? Mais parce que l'accord du CAJ, l'accord de Nairobi, l'accord qui a fait à ce que le président Tshisekedi soit élu président de la République, il a été élu avec l'appui de l'UDPS et alliés, INC et alliés. Avec ces 2 forces politiques, ils ont à eux seuls gagné les élections. Alors aujourd'hui, dans les cas supposés, la candidature de Félix Tshisekedi contre
n'importe quelle candidature, Moïse Katumbi, Bloc, Fayoulou, Matata, le prix Nobel, je dirais, hier, tous ces gens-là étaient contre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi dans le cash, nous les avons battus. Nous les avons battus, nous avons battu les candidats de la Mouka, soutenus par Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et tous ceux que vous connaissez. Nous avons battu les candidats du FCC dans son ensemble. Donc aujourd'hui, nous dirons, dans les cas supposés de la candidature de Félix Tshisekedi, je ne vois pas par quel miracle les choses peuvent s'opérer. Mais je dirais plutôt, quant à nous, nous restons encore réservés et nous restons encore sur nos engagements et nos principes. Alors, par rapport à la candidature prématurée de M. Félix Tshisekedi, comme vous venez de le dire, ça veut dire que tout peut basculer à tout moment. Oui, la candidature, quant aux accords que vous venez de... Nous sommes en politique et nous ne nous faisons pas cadeau. L'Union pour la nation congolaise, le parti cher à Vital Kamerhe, est une grande formation politique. Aujourd'hui, nous ne venons pas pour accompagner. Rappelez-vous que Vital Kamerhe était deuxième aux élections de 2011 après Etienne Tshisekedi. Il venait Vital Kamerhe. Rappelez-vous que Vital Kamerhe a les atouts pour diriger ce pays. Il a aussi les ambitions et il a aussi la vocation. Au-delà de cela, Vital Kamerhe, vous avez dit en 2018, il a estimé qu'il était question de sauver la nation congolaise en danger, stopper l'hémorragie des glissements orchestrés par la famille Kadila. Il a fallu sortir un candidat commun. Il a estimé, au regard du combat de l'IDPS, au regard du corps de Etienne Tshisekedi qui n'était pas encore enterré à ce moment-là, au regard de l'histoire qu'a fait ce parti l'IDPS, que Vital Kamerhe pouvait bien s'effacer au nom du bien-être des Congolais pour que la victoire revienne dans les camps du peuple. Vital Kamerhe l'a fait, il a abandonné ses ambitions pour que la victoire revienne. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié au nom de l'accord du cash. Malgré la démarche faite de Genève à Nairobi à Kinshasa, passant par la prison centrale de Makala jusqu'à l'acquittement total, Vital Kamerhe est resté imperturbable. D'accord. Il est resté imperturbable et nous, sociétaires de l'INC, nous estimons qu'il n'est pas temps, il est trop prématuré d'ailleurs, de pouvoir envisager des questions de haute politique. Le moment viendra où nous saurons dire mot quant à l'avenir de notre alliance. Donc ça veut dire que l'IDPS sera derrière UNC, donc vice versa, hein, donc ça peut se faire. Hein. Ça peut aussi se faire, l'IDPS peut venir derrière l'INC, soutenir Vital Kamerhe, soutenir l'INC, c'est normal, tout comme l'INC a soutenu l'IDPS en 2018, tout comme certains d'autres partis peuvent venir soutenir l'INC, mais jusqu'à preuve du contraire, Vital Kamerhe n'est pas un acteur politique qui s'est dédié, il parle d'une chose le matin et le soir d'une autre chose, non. Vital Kamerhe reste sur ses convictions, Vital Kamerhe reste sur ses engagements. Il sera dommage de voir au sommet de l'État ou bien à un plus haut niveau des ambitions politiques les acteurs qui s'étaient dit. Le matin, vous parlez de X, le soir, vous parlez de Y. Non. Mais il se prononcera quand finalement? Vital Kamerhe n'a pas besoin de se prononcer parce que Vital Kamerhe est en accord avec le président de la République, l'accord que nous appelons l'accord de Nairobi, dont vous connaissez le contenu. Le contenu est clair. S'il faut penser dans des cas supposés, cela dépendra de l'attente et de la façon de voir les choses entre les deux personnalités politiques, dont Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe, à lui seul, fait la moitié de la République démocratique du Congo. Vous avez oublié quand même Bahati Lukwebo avec une grande majorité. Donc... Non, je ne pense pas, je ne vous permettrai pas de parler de cela. Il faut savoir que depuis
3 cycles électoraux dans ce pays, il n'y a jamais eu des élections crédibles et transparentes. S'il y avait des élections crédibles, le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba allait être proclamé dans ce pays président de la République. Donc tout ce que nous avons vu, comme majorité dans ce pays, il faut se mettre en tête qu'il s'agit des majorités fabriquées, raison pour laquelle... AFDC ne fait pas le poids face à l'INC. Il faut voir la tournée à Mani qui a opéré le président de la République dans la partie Est. Vous aurez la réponse et vous avez la réponse. Donc je ne vois pas un autre leader qui peut se mettre dans la partie Est de la République, faire face au président Vital Kamerhe. Puis le reste est Baba Amani. Ça, nous devons le retenir. Baba Hamani, ok. Baba Amani, Baba donc... Hamani. Ah, c'est très très bien. Alors, monsieur Gandhi, l'AFDC ne fait pas face. J'aimerais quand même que vous répondre à cette question-là face à l'UNC. Mais l'UNC, comme la plupart des partis politiques en République démocratique du Congo, vivent souvent dans l'illusion. Pourquoi dans l'illusion? Kamerhe, certes, a compté beaucoup dans la politique congolaise à l'époque de Kabila, comme il a compté aussi beaucoup dans la politique au moment où il fallait faire en sorte que Kabila parte du pouvoir. Ça, on peut ne pas lui dire un autre mot, une autre expression que ce qu'il pense. Entre-temps, la politique a eu une évolution. Il y a eu une évolution dans notre pays qui fait que Kamerhe d'hier n'est plus les Kamerhe d'aujourd'hui et ne sera pas le même demain. Kamerhe hier pouvait avoir des prétentions ou des aspirations selon qu'on se place, mais il y a eu quand même une tâche dans sa vie politique. Même si... De ces 100 jours. Mais de ces 100 jours, aujourd'hui on n'enlèvera jamais dans l'idée du peuple congolais que Kamerhe est blanchi. Certes, la loi, le droit, la justice l'a blanchi. Par quel mécanisme? On ne sait pas, on s'interroge jusqu'à aujourd'hui. Moi, en tant que citoyen lambda, je peux me poser des questions. Il y a eu des perditions d'argent. Il y a eu de l'argent que nous avons perdu. Et à l'époque, ce n'était pas le Premier ministre qui signait, ni le ministre des Finances pour sortir de l'argent de la caisse de l'État. C'était de la responsabilité des Kamerhe. Qu'on l'ait blanchi, c'est sa chance. Mais dans l'esprit des Congolais, d'une majorité de Congolais, il sera candidat demain. Beaucoup, même ceux qui le soutenaient avant ces événements-là, ne sont plus dans cette façon de voir, de dire qu'elle peut apporter quelque chose au Congo démocratique. Est-ce que vous avez vu le tournée à Mani, ce qu'il a fait le tournée, on dit là où ça marchait, là, bravo. J'ai vu notre ami Pati Katanga le défendre là-dessus aussi, bravo. Mais on oublie, à Butembo, il y a eu des problèmes. On ne l'a pas cité, où il y avait du monde, autant de monde que dans d'autres contrées. Qu'est-ce que la population de Butembo a répondu à Kamerhe? On l'a qualifié de quel nom? Je ne voudrais pas moi répéter ce qu'ils ont dit. Mon co-débatteur le sait. Non. Demain était un autre jour. Kamerhe ne viendra pas comme un homme vierge. Non. Non, Kamerhe ne pourra pas passer facilement, même s'il est candidat président de la République, Premier ministre, je pense que ce serait très difficile. Je ne peux pas dire des faits prémonitoires. Pour moi, il est difficile de voir dans les années qui viennent Kamerhe être Premier ministre. Quand il est sorti des prisons, il y a eu un engouement, entre autres vous, la plupart des jeunes de l'UNC et même une partie de la population congolaise qui pensaient qu'il allait être nommé Premier ministre, on allait revoir le gouvernement et qu'il serait Premier ministre. Moi, j'ai dit non. Il y a déjà une tache d'huile dans son parcours. Si le président de la République le nomme comme Premier ministre, il tombera avec lui. Mais il ne commettra pas cette erreur. Il reconnaît que c'est un homme honnête, le président, il a dit. Mais oui, ça c'est un fait privé entre eux. Il est homme honnête, ils sont honnêtes entre eux. Mais on ne nous enlèvera pas, on n'enlèvera pas à la population congolaise le fait que cette enveloppe, on ne sait pas par où est passée cette enveloppe. On ne sait pas expliquer aussi les comptes bancaires d'un certain nombre de membres de sa famille, des comptes qui étaient bien fournis, d'où venait cet argent. On n'a jamais expliqué, même par la justice, on n'a jamais expliqué les cadeaux qu'on a donnés, des parcelles ici ou là, etc. On n'a rien expliqué. Je m'en vais d'emblée, s'il vous plaît, je m'en vais quand même d'emblée pour vous poser cette question-là. Oui.
aujourd'hui, comme vous défendez, vous dites que Kamere a été blanchi, c'est vrai, par chance et tout ça, mais est-ce qu'on doit reconnaître en ce régime l'état de droit comme on nous les fait voir là maintenant? L'état des droits, c'est un processus. De ce point de vue, l'état des droits chancelle, puisque on le sait, vous le savez, je le sais, tout le monde sait que c'est vrai que c'est la première fois qu'un régime arrête les gens qui ont détourné des deniers publics. Ça, on peut dire félicitations, mais là où le bas blesse, c'est que les mêmes personnages qu'on arrête pour avoir détourné tel ou tel fonds de l'État restent en prison une semaine ou un mois, ou Kamere est parmi ceux qui ont passé le plus de temps, mais ils sont sûrs de ressortir quelques semaines, quelques mois après de prison et blanchis. Ça pose un problème de l'efficacité même de cet état de droit. Le processus est engagé, puisque ce qui a été fait, ce qui est fait aujourd'hui, on arrête les uns les autres, c'est un plus, mais le moins arrive du fait que ces gens-là qu'on arrête avec des éléments de preuve ressortent de prison et des fois même reblanchis. Ça pose un problème, c'est une épine au pied du régime aujourd'hui, le fait de n'avoir pas fait de cet état de droit un état réel de droit. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Willy, vous avez mesuré quand même la popularité de Monsieur Vital Kamere pour dire que si aujourd'hui il se prononce en tant que candidat, il sera bel et bien élu. Vital Kamere n'aura pas de difficultés quant à ses positions politiques. Je voudrais d'abord, avant de revenir sur votre préoccupation, répondre pas seulement à mon co-débatteur M. Kandi, mais faire voir à notre population la réalité en face. Honorable Vital Kamere, dû par le président de la République, le premier citoyen, un homme correct, un homme bon, un homme qui a un rôle à jouer dans ce pays. Vital Kamere est trop jeune à y à gérer dans ce pays. Là, vous êtes d'accord avec moi, M. Kandi. Il a géré des ministères. Il est passé par les services nationaux. Il est passé à l'Assemblée nationale où il a été plébiscité même meilleur président de l'Assemblée nationale. Partout où il a passé, on n'a jamais soupçonné Vital Kamere de détourneur. Pas même les centimes du pays n'a été détourné par Vital Kamere. Au moment où il avait peut-être à ce moment-là, peut-être une seule parcelle, une seule voiture, où il pouvait se dire que je peux faire de folie pour m'enrichir. Mais c'est incroyable de voir quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la politique, dans la gestion. Il a été avec Mouzé, l'adorable de Mouzé, à 62 ans, devenir détourneur. C'est faux et archi faux. Les procès 100 jours contre Vital Kamere étaient une machination politique. Je reviens dans les camps de l'UDPS et ses alliés. L'ancien ministre, près de la ministre de la Défense, Sylvain Mutombo, l'a dit il n'y a pas longtemps que Jean-Marc Kabonde était parmi les gens qui ont fabriqué l'arrestation de Vital Kamere. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont eux. Je vous rappelle encore pour vous dire que nous, au sein de l'INC, nous avons demandé durant le procès que les ministères publics nous donnent même une seule preuve tangible, capable de qualifier une infraction en matière pénale. Aucune preuve n'a été brandie, plutôt détournement intellectuel, les jargons qui n'existent pas dans les droits congolais. Je vous dirai ceci, les calculs politiciens faits au départ pour anéantir Vital Kamere, ça tournait à mal contre le faiseur de ces calculs. Ils ont tout fait pour faire passer Kamere comme voleur, humilier Vital Kamere, passer Kamere jusqu'en prison de Makala de façon que Kamere soit humilié. Au contraire, ça a redoublé la vigueur de Vital Kamere, la popularité de Vital Kamere. Quand vous dites que Vital Kamere d'hier n'est pas Vital Kamere d'aujourd'hui, j'ai dit oui, mais pas dans votre argumentaire. Pour dire que hier, Vital Kamere avait certaines limites qu'il avait, mais du fait qu'ils ont voulu faire asseoir Vital Kamere par terre, neutraliser Vital Kamere, ils l'ont rendu fort aujourd'hui. Politiquement, oui. Politiquement, aujourd'hui, Vital Kamere est un acteur où personne ne peut douter de lui. Alors, s'il vous plaît, devant
monsieur, peuple oui. congolais, M. Gandhi, permettez, M. Gandhi, mes témoins, la tournée à Mani n'a pas connu des temps morts. La tournée à Mani où le président a eu à faire de village par village, meeting par meeting, il y a eu de population en population. À Kisangani même où il a raté l'avion, les gens ont passé nuit au stade en train d'attendre Vital Kamerhe. C'est pour vous dire que bientôt, le président national de l'INC va entamer la tournée dans la partie ouest de la République. D'accord. Et vous verrez le même engouement. Merci. Donc, alors moi, j'ai une autre question pour vous. N'était qu'une machination politique pour mettre fin. Pour déstabiliser. Déstabiliser Okay. Alors, j'avais une question. Vous répondez très rapidement. Quel a été le contenu de l'accord de Nairobi? Vous pouvez nous en citer comment, plus présent? Vous revenez au contenu de l'accord de Nairobi. Vous êtes journaliste. Après cette émission, je vous enverrai aussi cet accord. Dites-nous. L'accord de Nairobi était un accord de gestion. Donc, d'abord, un accord de conquête du pouvoir et de gestion du pouvoir. On a conquis le pouvoir ensemble avec l'UDPS et on a obtenu le pouvoir. L'accord disait clairement, en cas de victoire, Vital Kamerhe sera Premier ministre. Nous aurons la Banque centrale, ainsi de suite. L'accord disait qu'en 2023, l'UDPS soutiendra la candidature de l'UNC. D'accord, merci. Là, c'est l'accord de Nairobi. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est l'histoire récente. C'est très bien, okay, donc merci. Nous pouvons nous argumenter, nous pouvons chercher partout et en savoir. Donc Vital Kamerhe n'est pas là au hasard. D'accord. Okay. Il a fait songer. Très bien. Alors, c'est un deuxième sujet. Hein. On va aborder quand même ces sujets. On va parler de l'enrôlement, hein, où on est en train de voir ce qui est en train de se passer sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait enrôler. Cette difficulté de se faire enrôler dans les centres de Kinshasa, cette lenteur dans cette opération-là. Alors, la question qu'on est en train de se poser, est-ce qu'il y aura-t-il des élections dans les délais, dans les deadlines, comme on dit? J'ouvre juste une parenthèse que je refermerai aussitôt après. S'agissant de l'accord de Nairobi, il a bien explicité. Mais le problème, c'est qu'ici, la sémantique est très claire. Quand on regarde le contenu de cet accord, c'était qu'en cas de victoire, Kamerhe serait Premier ministre. Effectivement. Mais en oubliant qu'on a une constitution qui est encore valable. Pour nommer un Premier ministre, il faut qu'il y ait une majorité de ce groupe, de ce parti au niveau du Parlement. Est-ce que Tshisekedi, nommé, du moins élu président de la République, avait-il une majorité au niveau du Parlement? Là, vous me posez la question, il faut... C'est une question que je réponds. Non, je ne vous pose pas la question. Non, puisque la réponse, on le sait. Vous pouvez répondre si vous voulez. Ils n'avaient pas la majorité. Donc, automatiquement, c'était exclu que Kamerhe devienne Premier ministre jusqu'à ces jours. Même la majorité présidentielle aujourd'hui, c'est une majorité artificielle qui a été fabriquée avec l'union sacrée. Mais il a été Premier ministre, n'est-ce pas? Vous voulez dire le Kamerhe? Quand Félix a pris le pouvoir. Non, directeur des cabinets. Il ne pouvait pas être Premier ministre du fait que Tshisekedi n'avait pas une majorité parlementaire. Le Premier ministre, c'est souvent et surtout, compte tenu des textes de loi issus de la majorité présidentielle, qui était majoritairement au niveau du Parlement. Une parenthèse. Oui, c'était plutôt le FCC. Une petite parenthèse à ce niveau pour vous permettre à comprendre que nous étions face à une machine politique faite pour déstabiliser la vie de la nation, qui est la machine, la Kabylie, que vous avez connue à l'époque. Vous parlez que Tshisekedi n'avait pas obtenu la majorité. Qui était l'informateur? Qui avait fait les consultations pour dégager la majorité dont vous parlez que Tshisekedi n'avait pas obtenu la majorité? Le FCC n'était pas un regroupement électoral. Au sein du FCC, il y avait des regroupements qui devront, en principe, faire leur déclaration d'appartenance dans l'opposition ou dans la majorité. Mais nous avons vu, après l'annonce du président, qu'il va nommer un informateur. Nous avons vu comment les muscles se sont agités jusqu'à faire basculer les choses, que non, le FCC a une majorité bidon. Et la seule majorité a été consultée par après. Et on a dégagé la majorité en faveur du président de la République. Donc c'est pour dire, il y a aussi
quelque part où la Constitution de la République n'était pas respectée quant au choix du Premier ministre. Donc il faut passer par la nomination d'un informateur pour consulter la classe politique et les forces représentées au Parlement afin de sanctionner de position de chaque force et dégager un Premier ministre. Oui, ceci dit, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il n'y avait pas un groupe majoritaire, surtout pas le groupe de l'UDPS, UNC, ils n'étaient pas majoritaires. Donc ça posait un problème. Il fallait qu'il y ait le courage. Ce courage là devait venir du président de la République, passant par les directeurs des cabinets. Ils n'ont pas eu le courage de pouvoir dissoudre. Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il fallait dissoudre le Parlement, réorganiser les élections législatives. C'est que vous n'avez pas fait, dommage pour Caméré, mais la situation étant ce qu'elle est, donc il ne faudra pas revenir sur cet accord qu'on doit appliquer. Dire qu'il serait Premier ministre, et pour la législature de 2023, il serait, lui, candidat président de la République. Oui. Mais c'est fini, il ne faut pas vivre dans l'illusion. Ça, c'est des choses qui ne se feront plus. C'est de l'illusion. S'il vous plaît. Hein. C'est de l'illusion. Donc, je vais répondre. C'est juste un accord qui existe bel et bien. Vous avez la parole, monsieur Willy. Juste finir cette parenthèse, c'est un accord qui existe bel et bien. Autant plus que l'accord n'est pas conclu, on ne peut pas l'agiter à la poubelle. L'accord de Nairobi existe. Aujourd'hui, nous disons que cet accord existe, mais l'accord souffre d'applicabilité. Le respect de l'accord. Dans certains points, l'accord n'est pas respecté. Dans certains points, l'accord n'est pas appliqué. Mais cela ne veut pas dire que l'accord est tombé caduc. Il est tombé caduc. Vous avez trouvé le mot juste. S'il vous plaît, deuxième sujet. Répondez à la question. Cette difficulté, la population clame la lenteur. Je sens la peur dans les la lenteur dans les opérations de l'enrôlement. Donc, tout est mal parti. Hein. Tout le monde est prêt à le dire. Moi, j'étais même moi-même dans quelques centres d'enregistrement, d'enrôlement, où j'ai trouvé les portes closes. J'ai dit que c'est mal parti. Pour autant dire, je ne pourrais pas dire qu'il n'y aura pas d'élection. Je pense qu'il y a cette volonté d'aller vers les élections, mais le tout c'est que techniquement on a eu du mal à en partir avec le matériel qu'on avait en place, ou alors des bureaux de vote qui n'avaient pas encore reçu le matériel. Est-ce que dans 30 jours, il y aura vraiment... Est-ce que ça a été bien planifié? Dans 30 jours, on va arrêter l'enrôlement et tout ça? Que ce soit bien planifié ou non, là n'est pas le problème. Il fallait plutôt tester le matériel avant de mettre dans les centres. Il s'est avéré qu'il y a certains matériels qui n'étaient pas testés, ou alors des techniciens qui devaient y travailler n'étaient pas mieux formés ou n'avaient pas encore la main au niveau de ces machines. On peut comprendre. Mais dire est-ce qu'on va respecter le délai? Je pense que non. Puisque même dernièrement, le rapporteur de la CENI l'a dit, là où on a pris une semaine de retard, on va essayer de rattraper. Donc ce ne sera plus un mois comme ça a été dit, comme certains d'entre nous le pensaient. Un mois, c'était un cadre déterminé, mais s'il y a faille, automatiquement, on pouvait ajouter quelques jours, quelques semaines. Mais je pense qu'on va droit au niveau des élections. L'enrôlement se fera en temps et en heure. Malgré la carte qui n'est pas très... Oui, là c'est du point de vue technique, je pense que c'est en train d'être corrigé. Et ceux-là qui ont déjà pris leur carte... Ils peuvent revenir faire qu'il y ait une copie normale. Mais c'est un grand travail quand même. C'est un grand travail. L'important c'est qu'on arrive à la ligne d'arrivée avec des élections en temps et en heure, sans qu'il y ait glissement. Je suis optimiste là-dessus, mais pas un optimisme béat. Moi, je pense qu'on arrivera, et c'est à l'avantage du gouvernement actuel, à l'avantage du régime actuel d'aller aux élections, puisque la plupart des partis d'opposition sont aux abois, ne sont pas prêts matériellement ni financièrement pour y aller. Donc, je pense qu'ils ont des analystes qui les conseillent. Ok, très bien. Alors, M. Willy, est-ce qu'on doit dire d'emblée, directement, c'est l'échec de M. Kadima qui s'annonce déjà? Est-ce qu'on doit noter ça quand même? Bon, on ne doit pas dire d'emblée que c'est l'échec de M. Kadima, parce que M. Kadima, en matière électorale, ici qu'on est, c'est vraiment un expert. Mais seulement, il y a deux points où je suis en train d'interpeller la CENI. C'est d'abord au niveau de la sensibilisation des électeurs. La CENI n'a pas utilisé beaucoup de moyens dans la sensibilisation des électeurs, comme en province, comme ici à la capitale. On n'a pas senti une forte campagne de sensibilisation. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que vous arrivez dans un centre d'inscription. À 12 h, il y a à peine moins de 50 personnes qui sont passées. C'est pour dire que l'information n'est pas du tout
capté par la population. En deuxième lieu, c'est la qualité technique. C'est la qualité technique de ces opérations. Cela nécessite encore un recyclage des agents et aussi une mise à niveau des agents. Ce n'est pas un problème de matériel parce que les mêmes matériels ont été testés à Séoul. J'ai vu la rapporteure de la CENI, Patricia Ncia, tester les matériels à Séoul. Les matériels étaient corrects. Donc c'est peut-être un problème d'agent ou bien un problème d'ajustement. À ce niveau, je dis que ça risque d'impacter sur les délais tels que prescrits dans la feuille de route des Kadima et dans son calendrier électoral. Mais il y a certains techniciens qui ont été recrutés quand même ont été désagréments, surpris de voir que parce que eux qui étaient recrutés soient remplacés par d'autres personnes qui ont été... Oui. Je ne sais pas finalement, mais il y a d'autres quand même qui ont témoigné que c'est pas vrai, finalement, c'est toujours des ondits. Mais on ne sait pas, est-ce que vous avez cette information? Bon, moi en tant qu'acteur politique, je ne peux pas me mêler dans ces polémiques-là. Mais tout ce que j'ai dit, que la CENI a encore le temps de faire une mise à niveau de son personnel et aussi voir dans quelle possibilité il faut améliorer les déchets techniques que nous constatons aujourd'hui et la rapidité aussi, la rapidité. Et continuer à sensibiliser la population parce qu'ici à Kinshasa, peut-être nous avons des informations de ça et là, mais chez moi, à Miabi, les gens n'ont pas la culture d'information. Comment les gens seront informés que non, voilà, il faut se faire enrôler, l'enrôlement doit commencer de telle date et ça doit finir de telle date, donc je dois me préparer dans ces conditions-là. D'où la CENI a l'obligation de mettre les moyens nécessaires qu'il faudrait pour sensibiliser la population. Ce n'est pas seul le rôle des partis politiques et la CENI. Et aussi un constat, je dis d'abord félicitations à l'INC. Dans plusieurs centres ici à Kinshasa, les seuls témoins qu'on a vus visibles dans les centres d'inscription, c'est les témoins de l'INC. Beaucoup de partis politiques n'ont pas aligné les témoins pendant les opérations d'inscription, mais ils sont premiers à crier que non, voilà, il y a telle irrégularité. C'est le moment où il faudrait être déjà présent. Bravo à l'INC parce que nous tenons bien à l'organisation des élections et nous tenons fort à notre obtention des 50 députés nationaux. Merci infiniment. Alors, on va finir avec ces sujets quand même. 3 ministres de la plateforme Ensemble viennent de quitter le gouvernement juste après la candidature de M. Moïse Katumbi. Alors, M. Gandhi, ont-ils bien fait, oui ou non? Bien fait, je ne sais pas. C'est difficile, que ce soit ceux qui restent dans le gouvernement ou ceux qui partent, pour moi, c'est toujours mauvais signe. Puisque le mauvais signal que ces gens-là donnent à nos populations, c'est que quand ils viennent au gouvernement, ils ne viennent pas au gouvernement au nom du peuple congolais, ils ne viennent pas au gouvernement pour servir l'État congolais. Ils viennent pour leurs besoins personnels ou les besoins de leur parti politique. Je vois le cas de celui qui était au niveau du transport, Chéribé Okende, qui a eu très chaud face aux représentants du peuple, qui lui reprochait beaucoup de choses. Mais il savait que dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura changement du gouvernement. Et qu'il avait 9 chances sur 10 de ne plus figurer au sein du gouvernement. Pour lui, c'était une possibilité de quitter là-bas, de quitter le navire, avant même qu'on le débarque. Il sait qu'il va gagner, il sait qu'il aura perdu au niveau du gouvernement, il va le gagner auprès de son leader Moïse, qui va lui donner un peu d'argent ou perte d'avantages, des avantages qu'il a eu. Les autres aussi n'étaient pas sûrs de pouvoir rester encore dans le gouvernement, mais ne servent pas la nation. Ils sont venus pour eux, pour leur parti politique. Ceux qui sont restés au gouvernement, c'est ceux qui prétendent avoir travaillé dans le bon sens de l'union sacrée. Ils pensent pouvoir avoir des prolongations, ils pensent aussi pouvoir avoir des soutiens pour les élections futures. Je pense que jamais dans une république réelle, dans un état de droit réel, les hommes politiques pouvaient être assujettis à leur parti politique. La partitologie, c'est une mauvaise chose, c'est un mot que j'invente, qui n'existe pas en français, puisque
c'est une maladie, la partitologie, où tout doit passer par les partis politiques pour devenir ministre. Il faut passer par le parti politique pour devenir un mandataire, etc. Même si tu n'as pas de compétences, le tout c'est d'avoir le sigle de tel ou tel parti politique. C'est ça où ça amène à des positionnements non fondés et à nous mettre dans le retard. Comment est-ce que ces gens-là, qu'on a laissé dans le gouvernement pendant presque 2 ans ou plus, pouvaient donner le meilleur d'eux-mêmes alors qu'ils avaient un pied dedans, un pied dehors? Donc il faudra que le président prenne une leçon pour l'avenir. S'il y a un gouvernement à mettre en place, qu'il y ait des gens qui viennent des partis politiques, pourquoi pas, puisqu'il y a des partis politiques qui ont des compétences. Mais il faut laisser aussi la place à la société civile, laisser la place à des compétences qui viennent du monde technique, des techniciens dans les domaines respectifs du gouvernement. Donc sortons de ces méandres des partis politiques. Ok. Alors Monsieur Willy, ces ministres-là quand même, ils ont des comptes à nous rendre. Ils ne devraient pas normalement partir comme ça. Eh bon, Katumbi est parti, ses fidèles l'ont suivi. Je suis cadre de l'INC, je ne manquerai pas de le dire, comme je l'ai toujours dit, cela prouve la fragilité de l'union sacrée. Cela démontre à quel niveau l'union sacrée n'est pas une dynamique politique crédible et politiquement, idéologiquement derrière le président de la République. Donc, il y a des personnalités politiques qui sont venues dans l'union sacrée pour se faire des santé financières. Je parlerai sans citer les noms, mais nombreux sont venus pour des raisons matérielles. Quand on dit que l'union sacrée est une vision, quelle est cette vision de l'union sacrée? La population qui nous suit, c'est que la vision de l'union sacrée, c'est la vision du président de la République que le président avait présentée au peuple congolais lors des élections de 2018. Donc, la vision du cash qui a été soutenue par UDPS et alliés, INC et alliés, donc par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, cette vision acceptée par les peuples. D'où, dans la coalition FCC, CAJ, certains n'ont pas suivi la vision. Le président a fait appel aux Congolais de créer l'union sacrée, de revenir, de rejoindre sa vision. Donc l'union sacrée devrait avoir comme base politique, comme noyau, les cash. Parce que ce sont des forces qui sont venues ça et là, et ces forces devront faire ancrage autour du cash. Mais du fait que le fondamental a été ébranlé, détruit, a été saccagé par les intentions des uns et des autres pour se faire des positionnements politiques, c'est ça les conséquences aujourd'hui. Les conséquences aujourd'hui, c'est qu'il y a les gens incontrôlés, il y a les alliés égarés, où on ne sait pas qui représente tel. Vous me direz qui est le représentant du groupe PPRD dans l'Union sacrée. On ne connaît personne, donc c'est du désordre. Alors nous tendons vers les élections de 2023. Les camps du président, pour dire un mot de la les fin, camps du président Tshisekedi devraient voir les choses d'une manière politique. Nous, en tant qu'INC à l'époque, on avait demandé à ce que les cash soient transformés en plateforme politique pour apporter plus de solutions politiques et stratégiques derrière le président, mais cela n'avait pas été respecté pour les besoins et les intérêts personnels de certains acteurs de l'époque. Et aujourd'hui, les choses tournent autrement. J'espère qu'il y a beaucoup au sein de l'Union sacrée qui ne sont pas dans la même vision. Le mot de la fin, c'est que le président national de l'INC, Vital Kamerhe, reste constant. Il reste dans l'accord où nous sommes avec le président de la République. Jusqu'à preuve des contraires, l'INC, qui est l'allié principal de l'UDPS, reste dans l'accord qui nous lie avec le président de la République, et nous tenons à ce que l'applicabilité de cet accord soit réelle et demain les Congolais vivent dans des conditions meilleures. Merci beaucoup. Pour le reste, j'invite toute la population à se faire enrôler pour que demain nous puissions nous approprier les choix de demain, les choix de nos dirigeants. Merci, Monsieur Gandhi, un mot de la fin, rapidement. Le mot de la fin, c'est quoi? Remercier votre télévision de nous accepter de temps en temps ici pour pouvoir analyser et donner notre point de vue par rapport à la situation du pays et préconiser si possible des solutions là où
se posent des problèmes. Mais effectivement aussi, c'est par rapport à vos téléspectateurs qui nous regardent à chaque fois qu'on passe, et qui soumettent aussi leurs idées ici. Voilà, souhaiter aussi qu'il y ait des résultats dans tout le travail qui est fait par le gouvernement, dans le bon sens, même s'il y a eu quand même des difficultés pour pouvoir asseoir un certain nombre de politiques. Je citerai par exemple les cas de transport où un ministre de la République a été dans l'incapacité pendant 2 ans de faire en sorte qu'il y ait un permis de conduire tel que prévu. Le même ministre a été dans l'incapacité de mettre en œuvre ce qui était décidé au conseil d'un des conseils des ministres, des décisions du président de la République qui voulait qu'on mette fin aux ports privés pour privilégier les ports d'État de Goma. Donc moi je dis qu'il faudra qu'on rentre dans une année où réellement les décisions qui sont prises soient appliquées et applicables, et que les ministres, les députés soient évalués tous les 3 mois. Merci beaucoup. Merci M. Gandhi. Merci M. Gandhi. Merci beaucoup, madame. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci au réalisateur Barik Tamboué. Merci à monsieur BH. Donc, bienheureux, Bonedi, c'est ça, je crois. Hein, j'ai pas massacré les noms. Les 10 pros, merci également à tous ceux-là qui ont partagé quand même ces plaisirs d'animer cette émission, hein, qui sont derrière la caméra. Merci également